Bonjour à tous, merci de vous être déplacés ce midi. Donc aujourd'hui, dans le cadre des séminaires du mardi de l'EHESP et des conférences de la chaire de recherche sur la jeunesse, nous accueillons donc Patricia Long, qui est enseignant-chercheur ici à l'EHESP et au CRAP, et qui est donc titulaire de la chaire de recherche sur la jeunesse et responsable du master jeunesse politique et prise en charge, et qui va donc nous parler ce midi des valeurs dans les politiques jeunesse. Voilà, je laisse la parole à Patricia. Merci Virginie. Donc effectivement, je vais vous parler de la question des valeurs qui traversent les politiques publiques s'adressant à la jeunesse. Donc comme tout le monde dans la salle n'est pas spécialiste de ces questions-là, je vais passer 2 minutes à préciser un petit peu ce dont on va parler. Donc par question de valeurs, par les valeurs, on entend ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société donnée. Donc il va vraiment s'agir de s'intéresser à la construction sociale qui sous-tend les valeurs. Je ne vais pas m'intéresser qu'aux politiques de jeunesse au sens strict, c'est-à-dire les politiques de jeunesse plutôt du champ du socio-culturel et des loisirs, mais à un certain nombre de politiques publiques qui s'adressent à la jeunesse. Donc qui ne vont pas dépendre que de ce secteur, mais d'autres secteurs que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc pour commencer, ce que je voudrais souligner, c'est que dans le propos qui va venir, je me suis intéressée à des rapports publics, qui concernent la jeunesse. Ça va être un petit peu différent d'autres travaux qui ont déjà été menés sur les valeurs dans les discours, dans les projets politiques. Dans ce cadre-là, les valeurs sont beaucoup plus claires, beaucoup plus précises à repérer. Par exemple, avant de vous parler des rapports publics, je vais vous citer le discours suivant. Promouvoir la jeunesse, c'est servir la République tout entière. C'est ce combat, c'est cet enjeu que je propose à tous les Français. J'ai la conviction profonde que la clé du redressement se trouve dans la jeunesse. C'est en s'adressant à elle que nous rassemblerons tous les Français autour d'un destin commun. Je vous fais confiance, vous la jeunesse, pour retrouver cette audace supplémentaire. Ensemble, nous gagnerons. Vive les jeunesses du monde, vive les jeunesses de France, vive la République, vive la France. C'est de qui ? Donc voilà, c'est un discours qui a été tenu par François Hollande, alors candidat à la présidentielle. Je passe par ce petit détour pour vous montrer que dans les discours politiques, les valeurs qu'on attache à la jeunesse sont assez claires. On voit bien, il s'agit de dynamisme, d'avenir, de redressement national, des choses qui sont assez connues. On voit bien qu'on est dans le champ de la grandeur élective, du registre partisan. Donc voilà, on sait à peu près ce à quoi on a affaire. Là, on va plutôt s'intéresser à des rapports publics qui vont se présenter comme neutres, comme reposant sur des registres de l'efficacité et du pragmatisme. Et on va aller regarder ce qu'il y a dans ces rapports publics et est-ce qu'on peut dire qu'eux aussi, différemment, mais dans la même veine que les discours politiques, eux aussi portent des valeurs spécifiques. À mon avis, c'est intéressant de se poser ces questions-là parce que les rapports publics, les documents cadres, les plans d'intervention, finalement, constituent les socles de la mise en œuvre des actions publiques en matière de jeunesse. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'ils contiennent, ce qu'ils sous-tendent et qui est finalement bien plus caché que ce qu'on trouve dans les discours politiques. Donc, l'hypothèse de départ de cette présentation, c'est de se demander dans quelle mesure tous les textes qui s'adossent à la jeunesse ont ou pas le même socle de valeurs, même quand ils vont produire des discours experts présentés comme neutres. Et de se demander si, quand il y a coexistence de plusieurs types de valeurs, est-ce qu'on est face ou pas à une certaine confusion sur les attentes sociales qui pèsent sur les jeunes dans notre société. Donc pour faire ça, on va avoir 3 temps. Un premier temps qui va se centrer sur les raisons de l'absence dans notre pays de questionnement sur les valeurs dans les politiques publiques qui s'adressent à la jeunesse. Un deuxième temps va être plutôt consacré à une comparaison des valeurs dans différents domaines de politique publique. Et enfin, on va s'intéresser aux évolutions qui traversent ces domaines.
Donc, premier temps, les systèmes de valeurs dans les politiques publiques s'adressant à la jeunesse. Donc ça, c'est une spéciale dédicace pour Éric Legrand qui partage avec moi les discours un peu critiques sur les affiches sur la santé des jeunes. Non, c'est pas ta consommation d'alcool. Donc, le premier point, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi finalement cette question est assez peu posée dans notre contexte français. On voit bien que quelques travaux existent en histoire, mais qui restent assez peu nombreux, quelques analyses sectorielles, mais que jusqu'à présent, à ma connaissance en tous les cas, aucune réflexion transversale n'a été proposée pour comprendre l'importance de cette coexistence des valeurs dans les rapports publics. À mon sens, ça s'explique au moins par 3 séries de raisons. La première raison, c'est que finalement, on est dans une question qui est peu travaillée dans les travaux sur la jeunesse. La question des valeurs, elle a été développée, je vous le disais, en histoire, mais plutôt dans le registre du politique proprement dit, à des moments donnés, à des périodes historiques où la jeunesse mobilise l'attention des décideurs, très clairement. Donc on a des études, des analyses sur le Front populaire, sur Vichy, sur la période de la Libération ou de Mendès France ou encore de Maurice Herzog, mais pas d'attention à l'action publique en tant que telle et à la portée de cette action publique. En sociologie, on a aussi beaucoup de travaux, évidemment, qui ont été menés sur les valeurs, mais on va plutôt s'intéresser aux valeurs qui sont celles des populations, parmi lesquelles la jeunesse. On va s'intéresser à la vision sociale de la jeunesse. Mais très peu de choses sur les valeurs véhiculées par l'État, par ses agents, par ses experts. Ça se fait dans d'autres domaines. Vous regardez santé publique, par exemple, ici, il y a énormément de choses qui sont développées sur cette question-là. Sur la jeunesse, pas. En sciences politiques, évidemment, l'analyse, pour ceux qui sont un peu familiers de la science politique, l'analyse cognitive des politiques publiques, c'est aussi un courant qui est très développé, qui permet de comprendre la place des valeurs dans la construction des politiques sectorielles, mais jamais du point de vue de l'action publique en matière de jeunesse. Et ça, c'est la deuxième raison, c'est que, en fait, on observe un lien très, très ténu, des questionnements faibles entre le secteur des politiques de jeunesse et l'analyse des politiques publiques. Ça se fait très peu. En fait, pendant longtemps, les politiques de jeunesse ont été considérées comme un champ peu légitime parce qu'elles étaient très interministérielles, parce qu'elles bougeaient tout le temps du point de vue de l'administration centrale jeunesse et sport, parce qu'elles étaient sujettes à de constants remaniements, on vient encore d'en voir un, ça bouge énormément, plus que les autres secteurs d'action publique, et puis parce qu'elles sont rarement adossées à des projets politiques d'envergure, sauf au moment politique de crispation dont je vous ai parlé tout à l'heure, où là, la jeunesse, quand il s'agit de défendre la France, de défendre la patrie, par exemple, ça devient très, très important. Mais dans les autres périodes, on n'a pas nécessairement beaucoup de projets politiques d'envergure. Et donc, du coup, les politistes, les spécialistes de la science politique, ont eu tendance à considérer ces politiques publiques comme finalement assez peu dignes d'intérêt. Ils ne s'y sont pas tellement intéressés. Ils se sont intéressés à plein de choses d'autres, au transport, à l'aménagement du territoire, à la culture, à tout un tas de secteurs, mais très peu à celui-là. Et c'est la même chose à l'étranger. Quand on regarde, au moins en tous les cas, la littérature en anglais, il y a assez peu de... c'est pas un courant qui est développé. Et de ce fait-là, ça a des conséquences parce que les valeurs dans l'action publique en direction de la jeunesse sont considérées comme des évidences. On ne vient pas les questionner. On ne se demande pas pourquoi elles sont là, comment elles apparaissent, comment elles évoluent, etc. La troisième raison, à mon avis, c'est les caractéristiques des politiques de jeunesse en elles-mêmes. Ces politiques sont profondément intersectorielles. On voit ça avec les étudiants en ce moment. Si on se limite, quand on s'intéresse à la jeunesse, à l'action publique socio-culturelle et des loisirs, on rate l'éléphant dans le couloir. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la santé, de l'ordre du social, de l'ordre du logement, de l'ordre de la mobilité, etc., etc. Donc ce sont des politiques qui
d'une certaine façon, sont avant tout intersectorielles. Ce sont des politiques aussi qui sont très, très symboliques. Le discours de François Hollande que je vous ai présenté tout à l'heure, une très bonne illustration de ça. On met énormément de symboles dans l'intervention en direction de la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mises en œuvre d'envergure derrière. Je dirais même d'une certaine façon au contraire. La jeunesse rend bavard, disait Gérard Mauger déjà dans les années 70. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on fait beaucoup. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est un petit peu gêné quand on essaye de comprendre ce que sont ces politiques, parce que depuis leur naissance, à peu près à la fin du 19e siècle, elles font coexister plusieurs figures de la jeunesse. Depuis le début, depuis qu'on fait de l'action publique en matière de jeunesse dans notre pays, on a à la fois une figure du jeune menace pour la paix publique, menace aujourd'hui parce que c'est une jeunesse qui est prompte à manifester, c'est une jeunesse qui est prompte à se rebeller, c'est une jeunesse qui ne va pas se conformer à tous les caractères dominants qu'on veut bien lui prêter. Deuxième figure, la jeunesse à protéger. C'est une jeunesse en direction de laquelle on met en place des dispositifs particuliers de soutien qui sont là pour garantir une bonne intégration sociale. Je ne parle pas des mises en œuvre, parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui. Vraiment juste au niveau du symbole. Et la troisième figure, finalement, c'est la jeunesse ressource. Cette population sur laquelle on peut s'appuyer, tour à tour pour défendre la patrie, ou bien pour participer aux projets politiques, pour adhérer à un certain nombre de projets d'envergure. Et en fait, cette coexistence-là, finalement, elle est intéressante parce qu'elle permet d'appuyer sur plusieurs choses à la fois, mais en même temps, elle rend cet objet un peu polymorphe, un peu difficile à cerner. Si on ajoute à ça que c'est une population qui est difficile à définir du point de vue sociologique, on n'arrête pas de s'interroger sur est-ce qu'il y a une jeunesse, des jeunesses, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine, enfin bon, vous voyez tous ces questionnements-là. On est face à des difficultés méthodologiques quand on considère cet objet-là. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que les analystes ont tendance à se focaliser sur une population spécifique qui va souvent être définie par ses manques. Ça va être les jeunes en errance que Céline a présenté il y a quelque temps. Ça va être les jeunes en difficulté. Ça va être les jeunes chômeurs, les jeunes délinquants, les jeunes décrocheurs scolaires maintenant. Il y a des choses un petit peu à la mode. Donc on voit bien, on met des étiquettes assez négatives où on va définir la population par ses manques. Ou bien on va s'intéresser à un secteur de politique publique en se disant, comme ça on est un petit peu tranquille, on va se dire, on va regarder les jeunes dans la santé, ou on va regarder les jeunes et le logement, etc., etc. Mais la vision transversale de ces politiques publiques, finalement, on a vraiment du mal à la voir. Et ça fait, à mon sens, ça a pour conséquence que l'analyse des valeurs reste faible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'aller un petit peu plus loin ? En fait, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de comparer les systèmes de valeurs dans 4 secteurs de politique publique, et puis pour voir un petit peu comment ça marche, comment ça se confronte ou pas. Donc pour ça, je vous propose un cadre d'analyse comparatif pour essayer de dégager à la fois les différences et les similitudes, et puis ainsi essayer de monter un peu en généralité. Donc, 4 grands secteurs qui me semblent particulièrement importants pour la structuration des parcours de jeunes et qui s'adressent aux jeunes, soit de manière exclusive, donc pour ça j'ai pris l'éducation et la jeunesse, soit comme l'une de ces populations cibles, et là je me suis intéressée à la santé et au social. Alors évidemment, ça n'épuise pas le sujet. J'aurais pu multiplier les entrées. Ça aurait été extrêmement intéressant de travailler aussi sur les politiques répressives et les politiques d'emploi, et puis de comparer avec d'autres pays, et puis de regarder ce que ça veut dire en termes de mise en œuvre, et puis éventuellement de regarder ce qui se passe dans ces secteurs-là, dans les collectivités locales. Mais en une demi-heure, c'est un petit peu difficile. Donc on va se centrer sur ces 4 domaines-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les derniers textes de référence que je vais vous montrer tout à l'heure et j'ai fait une analyse de contenu très classique, qualitative, en me disant que les textes que j'avais choisis étaient particulièrement importants
Donc j'ai pris ces 4-là. Donc pour le domaine de la santé, le plan santé des jeunes. Donc je signale, alors j'ai pris les derniers. Il y en a un qui est en cours de formalisation, mais voilà, comme il est en cours de formalisation, on ne peut pas encore l'étudier. Après, sur la jeunesse, l'approche intégrée en matière de jeunesse, j'ai pris le livre vert de Martin Hirsch. J'ai pris celui-là et je n'ai pas pris la priorité jeunesse parce qu'elle est encore en cours de travail et je me disais que c'était encore un peu court de s'appuyer dessus. Donc j'ai pris le livre vert. J'ai pris le rapport Refondons l'école de la République. Et enfin, pour le domaine social, l'avis du Conseil économique et social et environnemental, droit formel, droit réel. Donc, ce sont ces 4 textes. Il me semble qu'ils sont intéressants pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils sont, chacun d'entre eux, révélateurs d'évolutions tout à fait significatives. Ils ont une importance pour les acteurs des secteurs, ils s'y réfèrent, éventuellement pour les critiquer, mais en tous les cas, ils les ont en tête. Et malgré... Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, vous voyez bien que le plan santé des jeunes et le livre vert interviennent avant l'alternance politique, enfin, celle du sommet de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les logiques explicatives, vous verrez, ne sont pas gauche-droite. Donc, justement, quelque part, c'est bien d'en avoir avant et après les élections présidentielles, parce qu'on voit que c'est un petit peu plus compliqué que on aurait des valeurs de gauche et des valeurs de droite. C'est plus complexe que ça, et c'est justement ça qui est intéressant. Donc, voilà les 4 textes. Donc, comment est-ce que j'ai essayé de les comparer ? Alors, je me suis dit, ce sont des il faut rentrer sous un angle, si vous voulez. Donc, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de travailler ces documents en voyant de quelle manière ils expliquent les problèmes des jeunes et les réponses publiques qu'ils proposent pour essayer de régler ces problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, on voit émerger des explications plutôt de type structurel, qui vont s'attacher à décrire ce qui se passe dans la société qui fait que les jeunes ont des problèmes. Un contexte socio-démographique difficile, un ensemble de choses de ce type-là, et qui vont insister sur l'importance de ces phénomènes sur les trajectoires, et de l'autre côté, plutôt des explications individuelles, où là, on va voir qu'on va mettre un accent particulier sur les individus, leurs capacités et leurs défaillances. Donc, ce qu'on voit, c'est émerger 2 registres opposés dans les explications des phénomènes, avec des dimensions individuelles et des dimensions structurelles. Et ce qu'on va voir, c'est qu'en termes de réponse publique, du côté des dimensions individuelles, on va voir plutôt émerger des logiques de contrepartie, de responsabilisation, de logique de projet, autour de ce que Léa Lima a expliqué la dernière fois pour ceux qui étaient déjà là. Donc on va être vraiment dans le monde de l'activation. Donc pour ceux qui n'ont pas ça en tête, vous savez, l'activation, c'est essayer d'impliquer l'individu à collaborer à son accompagnement pour qu'il prenne ses responsabilités, y compris dans ses échecs. Donc on est sur ce versant-là. Et puis sur les dimensions structurelles, on est plutôt sur des réponses universelles qui vont faire appel à la solidarité nationale. Donc voilà, on a ces 2 registres opposés. Donc du coup, j'ai passé un peu les 4 textes à la moulinette de ces 2 registres pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut les positionner les uns par rapport aux autres. Alors pour faire ça, j'ai fait des focales sur des éléments particulier des rapports publics. Donc je me suis intéressée, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps de développer de manière extrêmement détaillée, mais je me suis intéressée au contexte de production de chacun des textes, notamment des événements politiques qui vont marquer à la fois la préparation, l'instruction et la parution du texte. Je me suis intéressée également au contenu des avant-propos, parce que les avant-propos sont souvent là qu'on voit le mieux le registre politique dans ces rapports publics, aux modalités de production, qui sont les acteurs qui sont mobilisés, est-ce qu'il y a une méthode participative, est-ce qu'on utilise Internet, enfin, ce genre de choses, les mesures proposées et puis quelques éléments d'analyse. Tout ça pour
essayer de comprendre quels sont les registres de valeurs, les systèmes de valeurs, les matrices cognitives qui sont à l'œuvre dans ces 4 rapports. Donc juste pour vous donner une idée, parce que je pense que c'est ça qui est le plus facile, le plus tangible à repérer, je vais vous lire brièvement des extraits des avant-propos. Donc par exemple, dans le texte sur la santé des jeunes, dans le rapport public, l'avant-propos va se placer d'entrée de jeu sous un angle extrêmement dramatique. Il dit ceci: face à la diffusion préoccupante des comportements à risque et au développement d'habitudes alimentaires déséquilibrées, des mesures particulières sont prises en faveur des jeunes les plus vulnérables qui se trouvent dans des situations dramatiques. Vous voyez, on voit bien quel est le ton dans ce genre de rapport. Si on s'intéresse au livre vert, ce qu'on voit dans l'avant-propos, par exemple, c'est « Notre pays ne mobilise pas tout le potentiel de sa jeunesse. Il est urgent qu'il se mette en situation de le faire. Cela doit être l'une des premières priorités de l'État, à qui il revient d'animer une nouvelle politique. » Vous voyez, on est vraiment sur des tonalités extrêmement différentes d'un rapport à l'autre. Le rapport sur l'école, je vais peut-être ne pas le citer maintenant, parce qu'on le connaît très bien, il a été beaucoup médiatisé, mais par exemple, droit formel, droit réel, donc le rapport du Césaire, commence par « Les mutations rapides de la société interrogent notre pays sur la place des jeunes dans notre système de protection sociale. Aujourd'hui, les jeunes sont davantage que leurs aînés exposés à la précarité du marché du travail et plus vulnérables au chômage. Les inégalités sociales entre les jeunes ont tendance à se creuser selon leur origine sociale et leur zone de résidence. Et leur niveau de vie relatif tend à décroître comparé à celui des générations précédentes. » Donc vous voyez, dans les avant-propos, il y a des choses qui sautent aux yeux. On voit bien que le rapport santé des jeunes est clairement du côté individuel et celui sur droit social, droit formel, clairement du côté structurel. Ce qui est intéressant, c'est l'entre-deux. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin pour décliner les choses. Donc, si je reprends mon régime un peu binaire, là, mes registres posés, comment est-ce que je peux placer les textes les uns par rapport aux autres? Alors, ce qui est intéressant, c'est donc le plan santé des jeunes, il est évidemment du côté individuel. Dès son avant-propos, on voit bien où est-ce qu'il veut en venir et à quoi on a affaire. Donc, il est vraiment celui qui adopte la perspective la plus individuelle. Et on voit bien qu'il n'hésite pas à avoir une vision stigmatisante de la jeunesse, qui est vraiment pointée du doigt pour ces comportements qui sont jugés déviants. Même quand il parle de jeunes vulnérables, puisqu'il cite, il parle comme ça, on ne sait pas, il définit jamais ce que sont les jeunes vulnérables. On ne sait pas. Donc, en fait, il n'y a jamais de mise en contexte sociale ou on ne sait pas très bien de qui il s'agit et ce qu'on va faire pour eux. Il cite pas de chiffres, c'est-à-dire qu'il affirme qu'il y a une situation préoccupante, mais on n'a pas d'idée de pourquoi, ni du type d'évolution auquel on a affaire. Donc, c'est vraiment sur le registre de il y a des problèmes et on veut les résoudre, mais on n'apporte pas la preuve il y a des problèmes. Donc, voilà. Ensuite, le livre vert, alors, il est tout à fait intéressant parce que il est dans une approche mixte. On a beaucoup de choses sur le renforcement des droits, sur le renforcement de l'action publique. Donc, on est sur plutôt le registre structurel, où on va vraiment essayer de faire un diagnostic sur ce qui ne va pas dans les politiques publiques, comment est-ce qu'on peut les réformer, les rendre plus cohérentes, plus transversales, travailler avec les collectivités. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont présentes dans ce rapport. Donc, de ce point de vue-là, il a des explications structurelles. Mais quand on regarde très, très précisément, on voit aussi le registre de l'activation qui est présent. Donc, où on va demander aux jeunes de faire la preuve de leur bonne foi. Par exemple, il cite le CIVIS, donc cet instrument au service des missions locales pour accompagner les jeunes, et il propose, mais je ne pense pas que ça a été mis en œuvre, mais il propose de calquer l'attribution des fonds du CIVIS sur la preuve de la bonne foi et de la bonne volonté des jeunes. Donc, à un moment dans le rapport, il dit si les jeunes ne participent pas, ne sont pas engagés dans leur accompagnement, il est possible de suspendre le dispositif.
Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'assez mixte. Dans le rapport « Refondons l'école de la République », on est aussi un peu dans ce registre-là, dans ce registre un peu mixte. On a une perspective qui est essentiellement structurelle, où clairement on est dans l'État doit accompagner la jeunesse de France, on doit avoir des dispositifs structurels qui vont permettre de lutter notamment contre les inégalités scolaires et les inégalités sociales. Donc on est vraiment dans quelque chose de structurel, de collectif, avec c'est l'État qui donne l'impulsion. Mais on voit aussi une part tout à fait importante accordée au discours européen sur l'Europe de la connaissance, sur l'éducation comme marché ou quasi-marché. Donc là aussi, la perspective individuelle n'est pas absente. On la trouve également en filigrane dans ce texte et on voit qu'on est vraiment sur l'idée que les jeunes doivent avoir un comportement réflexif, qu'ils doivent avoir une formation tout au long de la vie, qu'ils doivent pouvoir s'adapter aux demandes du marché du travail. Donc on n'est pas seulement dans le registre de l'éducatif, dans les objectifs qui sont assignés à ce rapport, mais aussi dans une perspective de formons une main-d'œuvre adaptée qui va être capable de faire face aux impératifs des nouvelles sociétés européennes. Donc pareil, c'est comme pour le livre vert, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'entre-deux. Enfin, le rapport droit formel, droit réel. Là, on est dans une approche plus nettement structurelle, où l'individu va être évoqué, mais plutôt dans une perspective d'empowerment. Ce rapport est très intéressant parce que ce n'est pas forcément là qu'on attendait le rapport le plus favorable au collectif, aux jeunes, à une approche positive, mais il est très intéressant de ce point de vue-là. Il va vraiment faire un diagnostic sur tout ce qui ne va pas dans les politiques sociales d'accompagnement des jeunes et proposer tout un tas de mesures pour les rendre plus cohérentes et plus ambitieuses. Donc il est extrêmement intéressant. Alors pourquoi lui, il est comme ça par rapport aux autres ? Ça s'explique par sans doute une série de raisons, mais notamment par, et je pense que hier on en parlait avec les étudiants, il faut toujours bien regarder qui sont les acteurs, quels sont leurs profils, d'où ils viennent et pourquoi ils font les choses. Il faut avoir en tête qu'Antoine Dulin est là au titre des mouvements de jeunesse, et donc il a tout un passé de militantisme un peu aux côtés de cette population-là. Donc, ce n'est pas tout à fait par hasard que ce rapport a cette tonalité-là. Donc, mais toujours est-il que lui, ce rapport a des valeurs bien plus positives et incluantes, finalement, que les autres rapports. Alors, maintenant, si on essaye d'aller un petit peu plus loin, puis de voir plus largement comment les choses évoluent et puis ce qui explique les polyphonies des valeurs dans les politiques publiques qui s'adressent à la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que ces 4 secteurs, alors voilà, quand on regarde comme ça de manière un peu brutale, on a l'impression qu'ils sont quand même assez différents les uns des autres. Il faut quand même rappeler que à l'origine, quand les premières actions publiques se montent, même les actions collectives, avant même les politiques publiques, à la fin du 19e siècle, ces secteurs sont très proches. Ils vont renvoyer à des mouvements philanthropiques ou notabiliaires communs, qui vont s'être organisés de manière même internationale à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. On voit bien quand on lit les travaux des historiens. Christian Topalov est en train de finaliser un gros programme ANR là-dessus sur les réseaux de la philanthropie sociale au XIXe siècle, à l'international. On voit bien que c'est les mêmes creusets. Donc on est dans des secteurs qui sont nés des mêmes acteurs, mais qui se sont différenciés à la faveur de la construction de l'État-providence, d'une part, de l'éducation nationale, d'autre part, et qui, du coup, vont conduire à une spécialisation progressive qui va influer sur les valeurs proposées par chacun des secteurs. Donc si on essaye de comprendre un peu comment il se structure à partir de 1945, à partir de vraiment l'établissement, le début de l'État-providence, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors on peut dire que pour le secteur
la santé publique, depuis la création de l'État-providence, on est face à des stratégies de prévention collective qui vont s'adresser à l'individu, essentiellement, sans tenir compte de sa situation sociale. On sait bien qu'une des critiques qui est adressée aux mises en œuvre en matière de santé publique, c'est justement ça, c'est de développer des injonctions qui ne sont pas toujours possibles de respecter pour un certain nombre de segments de la population. Donc voilà. Celui de la jeunesse, il est vraiment basé sur la représentation de la jeunesse comme ressource avec une approche très collective du public, une approche positive où on va essayer de faire progresser les publics de concert et essayer de voir comment finalement avoir une approche qui soit positive, qui ne soit pas stigmatisante, qui ne mette pas l'accent sur les incapacités ou les défauts des individus. Le secteur de l'éducation, quant à lui, alors vous savez bien en France, il est vraiment bâti sur des valeurs à la fois universalistes et élitistes. Et ce qu'on lui reproche dans un certain nombre de cercles, c'est de s'adresser avant tout à l'élève en tant qu'individu. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de courants de pédagogie qui ont essayé de, par exemple Freinet, de développer d'autres approches des élèves en s'adressant aux groupes classes, en ayant une approche plus collective, mais on ne sait pas très très bien faire dans notre pays. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Quant au secteur de la santé, en tous les cas, à son origine, il était bâti sur une conception universelle de la solidarité nationale. Comment est-ce que ça a évolué, en particulier au cours des 20 dernières années ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le secteur de la santé, du point de vue des valeurs, finalement, a connu peu d'évolution. On est resté un peu sur les mêmes présupposés. Mais on a vu se développer plus d'individualisation dans le suivi, plus de responsabilisation en direction des patients, des malades, etc. Et puis on a vu, en ce qui concerne les jeunes, se développer des mouvements de panique morale. C'est les Anglais qui disent ça, mais c'est vraiment de se dire que par moment, c'est pas très raisonnable la manière dont on examine les comportements des jeunes, notamment les jeunes et l'alcool, les jeunes et la drogue, où on va amplifier beaucoup les phénomènes. Et on a vu une multiplication des mots d'ordre, manger, bouger, fumer, tu t'es vu quand t'as bu, enfin vous voyez toutes ces campagnes-là où vraiment les jeunes sont un des publics phares des actions de prévention de la santé. Alors ça s'ancre bien sûr dans un contexte de grande sanitarisation des questions sociales, où on a tendance à avoir de la santé, des problèmes de santé, des troubles mentaux un petit peu partout. Donc voilà, c'est un secteur qui évolue plus, mais qui prend beaucoup d'importance, qui prend énormément d'importance. Bon, je ne développe pas parce qu'ici on connaît bien. Le secteur de la jeunesse, alors lui, donc il était sur cette idée d'approche collective, etc. Mais ce qu'on a vu, c'est que progressivement, on a vu se développer la notion de politique de jeunesse intégrée, de politique intersectorielle, transversale, etc. Donc l'idée qu'on ne peut pas se limiter dans le domaine de la jeunesse à étudier et analyser les politiques qui s'adressent aux jeunes dans le domaine socioculturel, mais qu'on doit prendre en considération l'éducation, l'emploi, la santé, etc. Et il me semble que c'est à la faveur de cette notion-là qu'on voit apparaître progressivement les idées de contrepartie. Alors, je pense que ce n'est pas voulu. C'était pas pensé comme ça au départ. Les gens qui ont promu cette notion de politique de jeunesse intégrée, c'est plutôt au niveau européen. C'est des gens qui sont dans le cercle du Conseil de l'Europe, Lassé Surala notamment, qui est directeur de la jeunesse et des sports au Conseil de l'Europe dans les années 2000. Il veut bien faire. Il veut bien faire. Clairement, ce qu'il veut, c'est soutenir l'idée qu'on ne peut pas enfermer l'accompagnement des jeunes dans le socioculturel, qu'il faut être plus fort. Mais, à mon avis, il est un peu rattrapé par son intention première. Et cette notion, on voit bien qu'elle va ouvrir la porte à la logique des contreparties. Le secteur de l'éducation, lui, il a subi au cours des dernières décennies beaucoup de critiques qui viennent à la fois de la massification scolaire, du chômage, de l'économie de la connaissance. Et on voit que aujourd'hui, il ne va plus s'agir seulement de former un citoyen éclairé, mais aussi de former des personnes qui vont trouver un emploi à la sortie du système scolaire,
qui vont être capables d'en changer, qui vont être capables de capitaliser leurs connaissances. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un secteur qui est traversé de beaucoup de contestations. Les enquêtes PISA révèlent un certain nombre de dysfonctionnements. On voit que voilà, le système français n'est pas bon dans la lutte contre les inégalités sociales et scolaires. On met beaucoup l'accent sur ce phénomène de décrochage scolaire partout en Europe aujourd'hui. Et puis, partout en Europe aussi, on a ce que les Anglais appellent du blaming, c'est le fait de dénoncer un certain nombre de populations. Et notamment, on a bien vu ça en faisant de la recherche comparative en Europe sur le secteur de l'éducation, en direction des parents de familles monoparentales et des parents d'origine migrante. Donc on est vraiment dans quelque chose qui part du structurel, mais où on a de plus en plus d'individus, on met la faute sur, etc. Et enfin, le secteur social, c'est un petit peu la même chose. C'est un secteur dans lequel le phénomène de chômage de masse, la crise du financement, la décentralisation, etc., va amener à des bouleversements profonds. Et d'une manière générale, on voit émerger dans notre pays, et ça, c'est pas que pour les jeunes, des discours très stigmatisants pour les populations bénéficiaires. On se demande toujours si elles sont pas en train de tricher, si vraiment elles mettent toute la bonne volonté qu'il faut pour retrouver du boulot. Enfin, vous voyez, tous ces discours-là. Ce qu'on sait, c'est que les jeunes, eux, sont plutôt plus mal couverts que les autres catégories de la population, qui vont avoir affaire, et Alima l'a bien montré la dernière fois, à des droits sociaux optionnels, à un faible filet de sécurité et à une familialisation de la prise en charge, où on sait bien que les individus sont complètement inégaux, puisque si on s'en remet à la famille, on répercute les inégalités sociales. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans ces 4 secteurs-là, on est vraiment aujourd'hui face à une polyphonie des valeurs. On n'a pas de projet global. On n'a pas idée des valeurs qui devraient être dominantes dans l'intervention en direction de la jeunesse, dans les rapports publics. Et pourtant, cette nécessité-là, cette nécessité d'avoir un projet global, elle est pointée depuis 2001, depuis le rapport Charvet, qui s'appelait « Jeunesse, un devoir d'avenir ». Depuis ce moment-là, donc ça fait quand même un petit moment, on se dit, ce qui nous manque, c'est un projet politique transversal, intersectoriel, qui parte du sommet de l'État et qui puisse donner sur la place qu'on fait à cette catégorie de population dans notre société. Or, il me semble que, en conclusion, ce qu'on peut essayer de pointer, tout d'abord, c'est 3 conséquences de cette absence de projet global et une interrogation. Alors, les conséquences, c'est qu'il me semble qu'on hésite beaucoup. En ce moment, on a des luttes très fortes pour déterminer qui doit détenir le leadership dans les acteurs publics qui mettent en œuvre les politiques de jeunesse ou les politiques qui s'adressent à la jeunesse dans la définition des valeurs. On voit bien que malgré le plan priorité jeunesse, on flotte. On ne sait pas bien si c'est l'État, si c'est les conseils régionaux qui vont obtenir ce leadership et où est-ce qu'on va aller. Il y a aussi un flou sur quels seraient les contenus les plus légitimes et quels seraient les porte-paroles les plus légitimes. Si on compare avec d'autres populations, les personnes âgées, le handicap par exemple, on a des porte-paroles qui sont assez identifiés. Ça va être dans le secteur des personnes âgées, ça va être beaucoup les associations de parents qui sont mobilisées et qui vont un peu donner le là, dire voilà comment il faut agir, voilà les valeurs qui sont les plus légitimes. Dans le secteur des personnes âgées, c'est plutôt les pouvoirs publics qui ont pris des décisions dans les années 90 et les années 2000 pour dire voilà où est-ce qu'on veut aller en termes d'accompagnement des personnes âgées. Je ne dis pas que c'est réglé dans les deux domaines, mais par rapport à la jeunesse, dans le domaine de la jeunesse, on ne sait pas qui sont les porte-paroles. Les jeunes, alors les étudiants sont un peu structurés, mais après voilà, c'est pas une population qui est très structurée, qui pourrait définir ces valeurs légitimes. Et les professionnels de la jeunesse, on voit bien que très souvent, ils sont en but à la précarité des emplois, ils sont souvent isolés dans des communes, ils sont 1, ils sont 2. Est-ce qu'ils peuvent jouer ce rôle de porte-parole ? Je pense qu'une de nos difficultés, elle est là. Et puis,
l'autre constat, c'est qu'il me semble que ça ne fait que renforcer les représentations sociales négatives de la jeunesse, cette absence de projet global. On sait bien qu'en France, la jeunesse est extrêmement mal perçue par rapport à la population générale. Si on se réfère aux résultats des enquêtes Ipsos de 2011, là, on voit bien qu'il y a une dénonciation de cette population. Et il me semble que tant qu'on n'a pas un projet global fort qui peut dire, ben voilà, pour nous, la jeunesse, c'est avant tout telle et telle dimension, on flotte. Alors moi, ça m'amène à un questionnement plus général. C'est je me demande dans quelle mesure cette polyphonie, elle ne renvoie pas à un jeu qui est déjà joué. Weber, en analysant le polythéisme des valeurs, disait déjà qu'on était dans notre société face à des conflits indépassables entre économie et politique. Et il me semble que si on se demande dans nos registres de valeurs qui est susceptible de l'emporter, malheureusement, il me semble que le jeu est déjà joué. Si on prend d'un côté les politiques douces, plutôt du domaine du socioculturel, qui sont collectives, qui sont positives, mais qui ont très peu de budget et qui sont mises en œuvre au niveau local, souvent optionnelles, etc. Et puis de l'autre côté, des politiques plutôt dites dures, qui relèvent de l'intégration professionnelle, plutôt de l'État, où il y a encore un peu de force de frappe. J'ouvre ça pour la discussion. Il me semble que d'une certaine façon, s'il n'y a pas un projet global très très volontariste, le jeu, il est joué. Voilà, je vous remercie de vos attentions. Il nous reste un quart d'heure pour les questions. Bonjour, moi je veux bien juste faire une remarque. Je ne vais pas forcément me faire des copains, mais... Non, c'était sur l'idée des contreparties là, dans les politiques sociales notamment. Moi je suis pour le partage, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que d'un point de vue anthropologique, le don contre don, la réciprocité, c'est une nécessité pour la personne humaine. Et du coup, c'est vrai que dans le travail social, moi ça m'intéresse toujours de réfléchir à comment l'usager peut aussi... proposer quelque chose, contre-donner, quoi. Donc je veux dire l'idée que dans les politiques sociales, on instaure des contreparties, bon, quelque part c'est lamentable, puisqu'on sait que les jeunes n'accèdent pas aux mêmes droits que les autres citoyens, mais en même temps, il ne faut pas aller trop vite sur cette question-là, parce que la contrepartie, d'un point de vue de la dignité de la personne, je pense que c'est aussi un incontournable. Donc je voulais juste apporter cette petite nuance, ouais. Mais sinon, je n'avais pas de remarques, ouais. J'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que c'est vrai dans une certaine mesure, si on ne se contente pas de, en cas d'échec, faire toujours reposer la faute sur l'individu. Pour moi, le problème, il est là. Ce n'est pas tellement le fait de dire qu'il faut être engagé dans le suivi, etc. Il faut adhérer à un certain nombre de principes. C'est surtout de faire un diagnostic d'échec. Des choses qui sont assez... symptomatique. Alors, ça a été plus loin dans certains autres pays européens. Par exemple, en Grande-Bretagne, sous Tony Blair, on a mis en place un New Deal for Young People. Donc, l'idée, c'était on prend les jeunes chômeurs, on leur propose un suivi individualisé, très, très poussé. On fait un bilan de compétences. Et puis, à l'issue de ça, on les forme ou pas, ça dépend de ce que révèle le bilan de compétences. Et ils doivent accepter les offres d'emploi qu'on leur fait. Ils ont le droit de refuser une fois, et la deuxième fois, s'ils refusent à nouveau, là, ils sont déchus des droits sociaux. Donc, voilà, c'est des choses comme ça, où l'analyse de l'échec du suivi, on peut se demander comment elle est faite, et sur qui on fait reposer la faute, soit exclusive ou partagée, en fait. Est-ce qu'il y a une autre question ? Alors, j'ai laissé la place pour discuter. Alors, si on ne discute pas, c'est pas rigolo. Yvette. J'aimerais bien qu'on... bonjour, je suis Yvette Ressiguier, enseignante à l'EHESP. J'aimerais bien qu'on revienne sur la question du flou sur les contenus et les porte-paroles légitimes des interventions publiques. Alors, j'avais déjà une petite boutade. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'agenda politique, il y a un nouveau ministère qui vient d'être créé,
Ce ministère, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui en a la responsabilité. Et si j'ai bien compris, elle aura dans sa besace la jeunesse, la politique de la ville, la vie associative et l'égalité entre les hommes et les femmes. Certains disaient que c'est la voiture balai du gouvernement. C'était dans un article du Monde d'hier. Alors ça m'a fait à la fois sourire sur les aléas des périmètres des ministères, qui sont effectivement très très sensibles aux évolutions gouvernementales, mais en tout cas ça interroge sur est-ce que tu penses que la politique de la jeunesse, en tout cas, mérite un ministère à part entière? Est-ce qu'en tout cas pour toi, au vu de tes recherches, c'est important, à la fois non seulement symboliquement mais politiquement, qu'il faudrait effectivement une politique de la jeunesse conduite par un ministère dédié? Et puis, autre chose, par contre, sur les valeurs, alors c'est plus en termes d'interrogation, tu disais finalement les luttes pour déterminer qui détient le leadership dans la définition des valeurs. Comment dire ? À mon avis, ça serait très dangereux de considérer que ce sont des responsables politiques qui doivent détenir le leadership des valeurs. Il me semble que les valeurs, elles doivent être, peut-être en tout cas, ça nous amène à nous interroger sur le fait que les valeurs, précisément, elles devaient être la production d'une co-construction collective, alors bien sûr avec les jeunes eux-mêmes, là pour le coup, et que les politiques n'auraient qu'un rôle, mais qui n'est pas si mineur que ça, de se faire les passeurs des valeurs d'une société à un moment donné, où les jeunes prendraient toute leur place pour les définir. Mais ça, c'est sous forme d'interrogation, mais je pense que le rôle du politique, c'est pas définir les valeurs d'une société. Le rôle du politique, c'est de servir les valeurs que se donne une société à un moment donné et qui sont co-construites dans des espaces, il me semble, de délibération. Mais c'est sous forme de question. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, ce qui était proposé par le rapport Charvet, c'était tout à fait ça. C'était de dire il faut faire un diagnostic de là où on en est sur la jeunesse dans notre pays. Il y avait tout un tas d'associations de jeunes qui étaient représentées. Après, on peut discuter sans fin sur la méthode de concertation, mais en tous les cas, c'était l'intention. Et puis de dire, voilà, le projet politique collectif qu'on peut avoir. C'est vrai qu'en France, on ne sait pas très bien faire ça par rapport à d'autres pays qui sont capables de se concerter avec les populations effectivement concernées et puis de dire voilà ce qu'on décide collectivement pour notre société. Le rapport Charvet, il était très très intéressant, mais voilà, il n'a pas été suivi des faits, et donc on n'en est pas venu là. Alors sur le leadership, moi ce qui me frappe un peu aujourd'hui, c'est que on a, je pense que c'est un peu l'effet des hésitations étatiques, au plus niveau au niveau de l'État, de laisser penser qu'on pourrait aussi décentraliser l'administration de cette population, avec, alors, loin de moi l'idée de dire que les conseils régionaux ne seraient pas compétents, mais la crainte qu'il y a derrière, c'est que s'il n'y a pas un projet politique défini nationalement et collectivement avec cette population, on risque d'avoir 22 déclinaisons de ce qu'on veut faire en direction des jeunes. Alors voilà, après, ça comporte un certain nombre de dangers potentiels, quoi. Donc c'est pas tellement en termes d'administration, c'est en termes de comment est-ce qu'on réfléchit justement à avoir un projet collectif commun. Après, peu importe à quel niveau on le décline, à condition qu'il y ait des garde-fous nationaux qui soient posés et que on soit tous bien d'accord sur ce qu'on est en train de faire, y compris en ayant une polyphonie, y compris en disant voilà, mais dans une sorte de transparence, qu'on ne découvre pas dans un coin du livre vert caché en bas d'une page que finalement dans le civisme il y a des contreparties qui sont un peu étrange de voir apparaître là, quoi. Est-ce qu'il faut un ministère dédié ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faut chercher des modalités de concertation pour faire du projet politique envers cette population un projet d'envergure. Mais c'est effectivement pas un très bon signe soit de le laisser dans un petit ministère jeunesse et sport dont on sait que souvent les ministres sont plus intéressés par les sports que par la jeunesse. C'est pas toujours le cas, mais régulièrement. Soit effectivement dans des
enserrés autour de plusieurs populations dont on déplore les positions de dominés. Hein. C'est pas un bon signe, ça c'est certain. Bonjour. À travers ton intervention, Patricia, je crois qu'il y a un problème de fond qui est vraiment récurrent et à mon avis auquel les politiques de jeunesse se heurteront toujours, et tu l'as soulevé à juste titre, c'est la définition de la jeunesse. Parce que quand on a passé l'effet symbolique du discours sur lequel on peut s'entendre, qui n'est ni de gauche ni de droite, mais on peut faire un discours de valeur très positif sur la jeunesse, une fois qu'on a franchi cette première étape, le politique doit en venir à quelque chose de très très opérationnel. Et quand on rentre dans des mécanismes plus pragmatiques, se pose la question des processus, de ce qu'il faut faire pour cette jeunesse. Et à partir de là, on en vient fatalement à la définition de la jeunesse. De qui parle-t-on ? Or, la jeunesse, on sait qu'elle n'existe que par les préoccupations, pour le politique, par les préoccupations et les aspirations qui sont les siennes. Donc, autrement dit, vous allez dans une collectivité locale, un élu jeunesse, c'est extrêmement compliqué parce que ce qui fonde, effectivement, elle est intersectorielle, comme tu dis, ce qui fonde ces préoccupations de la jeunesse sont dispatchées à droite à gauche de l'échiquier politique et institutionnel. L'emploi, la santé, le logement, etc. Donc, d'où la question aussi de l'illisibilité des politiques si on prend à l'échelle locale. Mais donc, c'est ce qui peut expliquer aussi ces différences de tonalité entre les différents rapports que tu as étudiés. La santé, peut-être, ne part pas d'une même définition, en tout cas de la jeunesse, que peut partir le Conseil économique et social, et les rares rapports qui tentent d'embrasser une vision universelle de la jeunesse, comme le livre vert, on voit bien qu'ils sont obligés d'introduire des nuances. Parce que, oui, il y aura le civisme. Quand on va parler du civisme, on va parler d'une certaine catégorie de personnes, donc on va être obligé de faire le grand écart, de poser des contreparties, etc., au regard des spécificités de ce public. Donc je crois que derrière, il y a un enjeu de définition, puisque la jeunesse, elle est effectivement plurielle. Ça, je crois que tout le monde, aujourd'hui, l'a compris. Et il y a quelque chose aussi, peut-être, alors là, qui n'apparaît pas dans ton propos, et par contre, moi, je vais être un petit peu en contradiction avec ce que tu as dit sur la fin, c'est le territoire. Et c'est la territorialisation de ces politiques. Alors tu disais qu'il fallait un projet national, qu'il y avait peut-être tu t'es pas risqué à dire qu'il y avait un risque pour les régions. Enfin, moi, le décentralisateur et le fédéraliste que je suis aurait tendance à dire à prôner plutôt la territorialisation justement des questions de jeunesse pour être sur des enjeux qui sont variables parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Alors, merci. Sur le premier aspect, il me semble que c'est tout à fait possible de faire les deux. C'est-à-dire que, justement, dans certains projets territoriaux, projets locaux de jeunesse, la question des valeurs est posée. Je vais vous en faire lire un qui est bien de ce point de vue-là demain, où on voit vraiment l'échelon territorial se doter d'un système de valeurs en direction des jeunes et en disant, effectivement, la jeunesse est plurielle, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai quand même des valeurs dominantes qui vont me servir de fil conducteur. Et justement, ce qui me semble manquer pour l'instant, c'est que c'est au niveau national de ne pas avoir cet instrument-là. Alors après, sur la territorialisation, effectivement, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que à force d'avoir fait des comparaisons entre territoires, d'avoir vu des endroits où ça se passe très bien, où effectivement les territoires infranationaux, régionaux, départementaux, locaux, intercommunaux, tout ce qu'on veut, sont tout à fait capables de faire des projets politiques positifs, collectifs, et d'autres où il ne se passe rien. Et mon inquiétude, c'est là où il ne se passe rien, ou là où on est essentiellement dans la stigmatisation. Avec Virginie, on a fait des enquêtes de terrain dans un certain nombre de territoires dont je tairai le nom par charité, où on est vraiment sur la stigmatisation avant toute chose. Et c'est là que je me dis, je ne suis pas contre le fait de décentraliser, mais je suis contre le fait de ne pas avoir un système national auquel on peut se référer, qui puisse servir de garde-fou quand il faut. Mais l'inverse est vrai nationalement. On a vu dans les mandats présidentiels précédents, j'en cible aucun. Oui, mais je pense que si on respecte les conditions qu'Yvette a évoquées tout à l'heure, d'une large concertation, on évite quand même un certain nombre de dangers. Et d'ailleurs, le livre vert était assez intéressant de ce point de vue-là. Mais isolé. Oui, on est d'accord. On est d'accord.
Je crois qu'il est 2 heures. Oui, non, c'était juste une dernière chose qui est intéressant dans la grille de lecture. Alors, bon, après, chaque domaine a sa spécificité aussi, a sa propre construction. Oui, donc c'est ça qui est, notamment dans la santé, effectivement, on approche plus les jeunes sur la question thématique que jeunes eux-mêmes. C'est une grosse tension, mais dans la lecture des différents champs, au moins ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous réinterroger sur l'utilisation du terme acteur. Parce qu'on est acteur de sa santé, on est acteur, j'allais dire de sa jeunesse, pas uniquement, mais on est acteur de ses loisirs. Enfin, tout le monde est acteur. Hein, et parfois, je dis, mais quel jeu on veut nous faire jouer ? Et je crois que ça, c'est une vraie question, parce que la théorie de l'acteur, c'est aussi très individualiste, très libérale aussi dans certaines acceptions. Et je pense qu'il y a aussi cette tension-là qu'on revoit aussi posée sur les angles que tu as cités. Et je ne bois que le samedi, pas le vendredi. Elle était bien mon affiche. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.